Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette 18e séance sur Windows où nous allons parler de l'arborescence des fichiers et nous allons commencer à découvrir ensemble quelques commandes dans la console, donc dans le terminal, et que je vais aborder avec vous et qu'on va ensuite progressivement, on va dire, ajouter. On va progressivement ajouter d'autres commandes tout au long des séances à venir. On va passer sur le système directement et on va faire un point premier très important sur l'arborescence des fichiers, puisqu'on a simplement parlé un peu d'arborescence lorsqu'il s'agissait du répertoire personnel de l'utilisateur. Ça, c'est une partie qu'on a abordée ensemble. On a également, si vous vous souvenez, parlé un petit peu de quelques répertoires, notamment pour le nettoyage et la maintenance du système. Et là, on va rentrer plus dans le détail avec le système en lui-même. Je ne vais pas faire une énumération de tout, parce qu'il y a plein de choses qui ne nous intéressent pas, mais c'est bien que vous sachiez, en tout cas à ce stade, comment est un petit peu réparti l'ensemble du système sur pas mal d'exemples. Et ensuite, vous serez capable de l'utiliser, et surtout lorsque vous ferez de la ligne de commande, ça vous permettra de savoir comment parcourir, comment naviguer dans les différents répertoires. Et ça concerne d'ailleurs même également ceux qui ne font pas de ligne de commande, ne serait-ce que savoir par exemple où sont installées les applications, où sont installés certains composants du système d'exploitation. Ça peut être intéressant justement de voir un petit peu tout ce qu'on a ici. Donc ici je suis sur le disque local C, c'est-à-dire le disque où a été installé le système. Alors si vous l'aviez installé sur un autre disque, peu importe, mais c'est le disque système et c'est celui-là qui va nous intéresser. Normalement, donc là en plus j'ai refait une installation en plus de zéro du Windows, donc là on a quelque chose de tout frais, donc comme ça évite d'avoir en fait des applications en plus, et vous voyez un petit peu vraiment juste l'essentiel qu'on a. Et vous allez retrouver principalement quelques répertoires. Alors bien sûr, suivant la version que vous utilisez de Windows ou les mises à jour que vous avez faites, vous aurez peut-être des petites différences et vous aurez même, si vous utilisez votre Windows, parce que moi ici c'est un système virtualisé, vous aurez sans doute beaucoup plus de répertoires que moi. Mais là, moi je vous montre vraiment ce qui est propre au système. Dans le disque local, on va retrouver déjà la partie utilisateur. Ça, on connaît puisqu'on en a parlé dernièrement avec justement tout ce qui était gestion des documents utilisateurs. Dans ce dossier utilisateur, on retrouve généralement un répertoire par utilisateur, dont un répertoire public pour tout ce qui est compte invité, et ensuite votre répertoire principal, comme je le rappelle, qui accueille tous les répertoires qu'on a pu voir précédemment avec toutes vos données personnelles. Ici, on va retrouver principalement nos applications. Vous voyez qu'elles sont regroupées en deux dossiers. Alors moi c'est une version qui est très à jour, donc vous voyez que les noms sont en français, sont nommés programme et programme x86. Vous aurez peut-être les noms en anglais comme Program Files et Program Files x86. Donc vous aurez les deux. Ici nous avons les programmes généralement en 64 bits, d'accord, et les programmes ici en 32 bits, notamment quand on est sur un système d'exploitation en 64 bits. Parce qu'un système d'exploitation en 64 bits, vous pouvez installer des logiciels pour les deux architectures, 64 et 32. Bien sûr, si vous avez qu'un système en 32 bits, vous n'aurez que droit aux applications en 32 bits. Mais à ce jour, on va dire que voilà, en 2023, maintenant, tout le monde devrait être quasiment en 64 bits, sauf si vous utilisez vraiment une très vieille machine ou un très vieux système d'exploitation notamment. Donc ici, dans ce répertoire, on trouve les différents répertoires de nos applications qui peuvent être plus ou moins bien rangés, ça dépend un petit peu des éditeurs de logiciels, et on retrouve comme ça pas mal de choses. Donc là, il n'y a quasiment que les programmes de base, à part un gestionnaire d'archives que j'ai installé en plus, qui n'est pas par défaut, celui-là en tout cas. Mais sinon, logiquement, de base, vous devriez avoir quasiment la même chose, sauf mise à jour ultérieure, bien sûr. Et enfin, pour terminer cette arborescence, ce qui nous intéresse le plus important, si je fais un peu la comparaison avec GNU Linux et son répertoire racine, on a ce répertoire Windows qui va contenir beaucoup de choses assez importantes et assez intéressantes, en tout cas à ce stade. Donc on va retrouver beaucoup d'éléments, en tout cas, qui peuvent, on va dire, nous servir pour la suite. Alors avant d'aborder celui-là d'ailleurs, maintenant que j'y pense, même si on l'avait déjà vu précédemment, on va revenir sur quelques autres exemples concernant les applications, juste histoire de faire un rappel qui fera pas de mal. Et je vais utiliser pour ça les variables d'environnement puisque ce sont des répertoires cachés. Mais vous inquiétez pas, ces variables, on les abordera. On verra même d'ailleurs ce que c'est, puisque à ce stade, vous ne savez pas forcément ce que c'est. Mais en tapant %appdata, j'arrive ici, et si vous vous souvenez, on avait vu ces trois répertoires, où on trouve notamment pas mal de fichiers locaux, de fichiers de configuration pour diverses applications. Et c'est par cela que je vous avais fait regarder, en fait, pour notamment faire du nettoyage lorsque vous faites un petit peu de maintenance sur votre système d'exploitation. On en a un autre aussi dont je n'ai pas forcément parlé, qui est Program Data. C'est d'autres applications, voilà, ce sont encore d'autres applications qu'on peut retrouver, des restes d'applications, notamment quand vous désinstallez des applications, il peut laisser des fichiers de configuration, des données, etc. Donc ça peut être bien de regarder.
vous avez ce répertoire-là qui, par défaut, est caché, mais voilà, vous pouvez y accéder comme ça va plus vite. Sinon, on peut afficher les répertoires cachés et le faire directement par l'interface graphique. Voilà, c'était juste un petit rappel, histoire de vous dire que ça existe aussi, que c'est pas mal de savoir qu'il y a ces répertoires-là. Si vous recherchez, par exemple, des données, des dossiers, des fichiers, ça peut être intéressant d'avoir cette information-là. On en vient donc au répertoire Windows, comme je vous le disais, qui va en fait accueillir pas mal de choses. Encore une fois, je ne vais pas vous dire à quoi cherche chaque dossier, il y en a de toute façon plein, je ne sais absolument pas à quoi ils servent précisément, ça peut être en plus des fichiers de langue ou des installations temporaires, c'est assez brouillon, voilà, il y a plein de choses en fait Windows qui sont installées, il y a des choses aussi qui sont toujours disponibles pour des questions de compatibilité avec des versions antérieures, donc on ne va pas s'attarder sur tout. Nous, ce qui va nous intéresser, ce sont quelques répertoires, ce qui pourrait vous servir à ce stade, que vous soyez finalement un simple utilisateur de votre système ou même un administrateur ou quelqu'un qui compte faire un peu de programmation par la suite. Pour commencer, on a ce répertoire Fonts qui va contenir tout simplement les polices de caractères. Donc le jour où vous voulez par exemple télécharger de nouvelles polices de caractères pour les installer sur votre système, une fois que vous avez vos fichiers au format OTF, TTF et ainsi de suite, vous pouvez tout simplement les glisser, déposer dans ce répertoire. Donc là on voit que par défaut ici j'en ai 81, mais vous en aurez peut-être plus ou moins, ça dépend. Et après en fonction des logiciels vous pouvez installer, logiciels notamment d'édition d'images, etc. Ça peut installer davantage de polices de caractères. Donc sachez que vous pouvez les placer dans ce répertoire, et comme ça elles seront disponibles sur l'ensemble de votre système pour tous vos logiciels qui peuvent en faire usage. Donc c'est plutôt, on va dire, bien pratique à ce niveau-là. Autre répertoire qui va nous servir, bon là on a des répertoires propres au pilote, la carte mère, etc. Donc voilà, je passe que vraiment ça n'a pas d'intérêt ici, mais c'est bien en tout cas que vous voyez que ça existe à cet endroit-là. On a aussi des fichiers de log, des fichiers propres au service, des fichiers pour les installations, et voilà, on va retrouver vraiment pas mal de choses. Nous on va aller dans, je cherche Resources, voilà, celui-ci peut servir notamment pour retrouver les thèmes. Voilà, sachez que les thèmes Windows sont ici. Quand vous faites notamment après personnaliser et que vous voulez vérifier par exemple les modifications de thèmes, comme on l'a vu au début du cours, eh bien vous pouvez retrouver des thèmes là, en télécharger d'autres, même si attention, en téléchargeant des thèmes d'un tiers, il faut être sûr qu'il n'y ait pas de virus ou de problème en fait sous-jacent. Vous pouvez même voir pour créer vos propres thèmes, et en tout cas ça peut être localisé ici, voilà, chercher le mot que je voulais dire. Donc ça, plutôt pratique également. Voilà, on a quelques exemples ici pour les modes pour fort haut contraste, pour les gens éventuellement qui souffrent de certains handicaps. Donc tout est localisé dans cette partie-là. C'est une autre partie. On arrive finalement sur deux gros répertoires très importants, parce qu'ils vont recouvrir un petit peu l'ensemble de tout ce qui est critique. C'est souvent d'ailleurs ce que les gens font des blagues là-dessus, ou alors essaye de concevoir des petits programmes pour faire supprimer certains fichiers, puisque si vous supprimez évidemment des fichiers dans ces répertoires-là, vous allez avoir un système complètement cassé et il faudra faire des réinstallations. En plus de ça, si vous êtes sur un compte administrateur, vous aurez en fait déjà les permissions et les droits suffisants. Donc les utilisateurs vous fait supprimer ces fichiers, ou enfin des fichiers dans ces répertoires ou ces répertoires, ça posera problème. Et je parle bien évidemment de System N et System 32, d'accord, donc 32. Donc oui, principalement en anglais, les répertoires. On a système qui est généralement pour ce qui est du 64 qui est pas trop utilisé, on trouve très peu de choses encore. Et surtout on a système 32, puisque c'est vraiment le répertoire historique qui contient plein de choses. Donc là pareil à nouveau, des fichiers propres au pilote, au service. Vous allez retrouver pas mal d'exécutables. Vous savez, toutes les applications graphiques vous pouvez retrouver sur Windows, que ce soit le gestionnaire de tâches, le bloc-notes, etc. Eh bien elles sont localisées, en partie en tout cas, dans ce répertoire-là. Donc si on scrolle un petit peu, on va retrouver pas mal d'applications, on peut retrouver Paint, on peut retrouver des choses comme ça. Suivant, voilà, la gestion des comptes utilisateurs, tout ce qui est système de contrôle parental, BitLocker, etc. Donc je passe très vite, parce que vous voyez que la calculatrice c'est ici. Et on retrouve pas mal on va dire, d'exemples ici. Nouveauté qui est arrivée avec Windows 8 et Windows 10, après quand on a notamment les applications, donc les systèmes app, ou les Windows app, donc tous les systèmes, les applications sous forme de tuiles, qui sont préintégrées ici notamment avec Windows 10, on a ce dossier System Apps qui contient un petit peu toutes ces applications, avec certaines qu'on peut désinstaller, supprimer, d'autres non. Voilà, donc entre autres, toutes les applications qu'on retrouve généralement sous forme de tuiles, calendrier, courrier, etc. Donc elles sont ici, généralement. En tout cas pour une partie. Alors on a plein de choses, voilà, les ressources système, mais pareil là c'est pas spécialement intéressant, mais on peut retrouver quelques restes on va dire ici. Et ce qui peut être intéressant aussi pour nous, c'est, voilà, juste pour le savoir en tout cas, c'est le dossier temporaire. Là, généralement quand on a des fichiers temporaires, tout se passe dans ce répertoire là.
avec un fichier qui peut être vidé au redémarrage. Mais quand ça utilise des fichiers temporaires, notamment pour faire par exemple de l'encodage ou du téléchargement, ça va placer les documents et les fichiers dans ce répertoire temporaire jusqu'à produire en fait les fichiers finaux. Donc ça peut se servir de cet intermédiaire-là principalement. On a aussi là où on peut retrouver d'autres applications, donc 6WA ou 6WA ou 64. Voilà, on trouve plein d'applications aussi de Windows, donc les applications critiques. On peut retrouver le gestionnaire de mise à jour, donc Windows Update, et ainsi de suite, le planificateur de tâches, l'utilitaire de disque pour faire le formatage comme on l'a vu dans le cours, et éventuellement quelques bibliothèques qui servent au bon fonctionnement de l'ensemble, on va dire. Et c'est à peu près tout. Vous voyez d'ailleurs qu'on a l'explorateur de fichiers, voilà, c'est un programme aussi. L'explorateur sur Windows, c'est tout, la barre des tâches, l'affichage du bureau, les fenêtres, etc. Et bien c'est ce programme-là, donc il est présent ici. Ça c'est l'éditeur de registre, on a tout ce qui est gestionnaire d'impression. Voilà, on trouve pas mal d'applications aussi qui viennent compléter, qui sont ici. C'est tout ce que je voulais vous montrer pour l'arborescence. Ah, par contre, oui, j'ai oublié peut-être un petit point sur Système32. Il y avait une petite chose qu'on peut quand même regarder. On reviendra dessus plus tard, mais c'est bien de le savoir. Notamment pour ce qui est des fichiers de configuration. Vous avez un dossier drivers, etc. comme sur GNU Linux pour ceux qui connaissent le système. Et notamment ce fichier host qui généralement permet de faire des redirections. Et on a d'autres fichiers également. On en reparlera très certainement dans le cours, mais voilà, ils sont présents ici pour les petits curieux. Je pense que ce sera déjà bien. Voilà, encore une fois, il y a plein d'autres répertoires. Mais pour on va dire ce qui me semble essentiel, c'est ça. Comme ça, maintenant, à ce stade, vous savez tout ce qui est dossier utilisateur. Vous connaissez plus ou moins une bonne partie, en tout cas, de l'arborescence système, ce qui nous intéresse surtout. Voilà, et comme ça complète un petit peu tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc voilà comment ça s'articule. Parfois, je vous dis, vous aurez des applications directement installées sur C. Ça peut arriver notamment, par exemple, si vous installez des applications, vous, manuellement. Généralement, on conseille de le faire là pour éviter les problèmes de droit et de permission. Voilà, c'est pas être pratique. Donc il y a de fortes chances qu'à l'usage, vous ayez de plus en plus de répertoires dans directement le disque en fait du système. Même si une majorité d'applications vont s'installer ici, voire dans les répertoires de AppData. Ça dépend un peu comment l'éditeur a développé son logiciel. Passons à la ligne de commande maintenant, pour aborder les premières commandes en fait que vous allez voir dans ce cours. Au niveau des commandes, ça va être un peu, entre guillemets, compliqué pour moi, un peu, on va dire, un peu contraignant, puisque nous avons les commandes historiques, les commandes DOS, voilà, qui sont vraiment les plus vieilles. On peut retrouver des très vieilles commandes qui fonctionnent encore à ce jour. On a ensuite eu l'arrivée surtout de PowerShell qui a fait tout un changement en apportant des commandes un peu plus à jour. Et on a maintenant carrément des commandes applet, donc c'est vraiment des commandes les plus modernes et qui font en fait toute la puissance et la base en fait du langage PowerShell qui est devenu un véritable langage de programmation. C'est-à-dire que vous verrez quand on fera des scripts, on peut écrire vraiment des programmes très complexes. Voilà, on a de l'objet, on a différents paradigmes qui peuvent être utilisés. Donc on n'est pas sur un entre guillemets sans rabaisser ou sans réduire le langage en lui-même. Par exemple, le langage Bash, qui lui va avoir beaucoup plus de limites, même s'il reste très puissant déjà pour ce qu'il a, mais c'est un langage qui est très vieux aussi et qui admet certaines limitations puisqu'il n'a pas été prévu pour tout simplement permettre d'aller davantage plus loin que ce qu'il peut faire actuellement. Donc PowerShell va beaucoup plus loin. Vous verrez qu'on a beaucoup plus de choses, c'est beaucoup plus complet et il y a énormément de fonctionnalités puisqu'on est dans tout le système, l'écosystème Microsoft, donc Windows, et forcément on a plein de fonctionnalités, de bibliothèques qui viennent s'ajouter à tout ça. Donc moi je vais forcément vous montrer en majorité et en de préférence les commandes les plus modernes, mais vous verrez qu'on continue d'utiliser des commandes, on va dire les anciennes commandes PowerShell ou des commandes DOS, puisqu'elles sont souvent beaucoup plus courtes à écrire, et aussi parce que ce sont des commandes où Microsoft a fait en sorte que pas mal de commandes soient les mêmes, donc au niveau des noms, que des commandes sur GNU Linux ou macOS. Donc l'avantage, c'est qu'une fois que vous connaissez une commande, vous pouvez la retrouver sur les autres systèmes d'exploitation les plus connus. Et ça peut être vachement pratique si vous passez d'un système à l'autre, de vous dire je connais une seule commande pour faire telle action, et elle fonctionne sur les 3 systèmes d'exploitation. Même sur du Android, puisqu'on a une base Unix, donc c'est plutôt sympa d'avoir tout ça. Donc forcément, moi je vous montrerai quand je trouve ça cohérent les différentes commandes possibles, donc différents alias, etc. Pour d'autres commandes, je vous montrerai celles qui me semblent les plus pertinentes, et pas forcément les plus vieilles, puisqu'elles sont obsolètes, parce qu'on ne les utilise pas. Mais après, encore une fois, c'est qu'une histoire une question de goût et de préférence, donc c'est vous qui verrez de votre côté. Prenons l'exemple de la première commande que vous allez apprendre, qui est la commande permettant de changer de répertoire. Vous m'avez forcément déjà vu, si vous suivez d'autres vidéos de la chaîne, vous m'avez déjà vu utiliser cette commande sur mes cours de programmation. Et j'ai d'ailleurs,
très souvent des gens qui me demandent des explications sur cette commande, qui ne comprennent pas comment ça marche, et je leur explique justement que ça n'a rien à voir avec le cours sur lequel ils sont. C'est-à-dire quand ils me voient faire ça sur des vidéos de Python, ce n'est pas propre à Python. Quand c'est du C++, ce n'est pas propre à C++, et ainsi de suite. Nous sommes sur des fonctionnalités propres à votre système d'exploitation. C'est pour ça que je recommande très souvent de savoir, de prendre en main son système d'exploitation et de savoir l'utiliser. C'est la base de tout. Parce que votre système d'exploitation propose pas mal de fonctionnalités que vous allez devoir utiliser par la suite lorsque vous voudrez faire des tâches un peu plus avancées comme de l'administration, de la programmation. Et quand on attaque de la programmation, on va très certainement un jour ouvrir un terminal, une console ou exécuter des commandes. Et si on ne sait pas le faire, eh bien on s'embête. Et forcément, moi, quand je fais un cours dans un langage, je ne fais pas un cours Windows en même temps. Je sépare bien les choses. Donc là, en revanche, vous êtes sur le bon cours, vous allez effectivement apprendre ces différentes commandes. Et la première commande que nous allons voir, c'est la commande qui permet de changer de répertoire. Jusqu'à présent, vous utilisiez tout un tas d'actions avec votre souris, peut-être avec votre trackpad, pour pouvoir naviguer de manière graphique. Et on va voir la même chose, équivalente, avec la console. Pour les gens qui se poseraient la question de l'intérêt de la console, on pourrait se dire, surtout de nos jours, de se dire, bon, quel intérêt de se servir d'un programme en ligne de commande, de la console, alors qu'on a des interfaces graphiques, des souris, etc. Déjà, comprenez qu'il y a des gens qui ne peuvent juste pas se servir d'une souris, voilà. C'est plus simple de se servir d'un clavier. Il y a des gens qui peuvent utiliser des systèmes de reconnaissance, visuelle, vocale, peu importe. Bref, donc il y a cette possibilité-là. Il y a aussi la possibilité d'avoir quelque chose de plus minimaliste et qui fait tout le nécessaire. Ça peut être un autre cas en fait intéressant. Et très important, surtout en informatique, c'est que le fait ici d'avoir en fait le plus minimal, c'est-à-dire qu'on a quand même une interface graphique. Voilà, on a notre terminal, c'est une interface graphique qui englobe ensuite la console, etc. Eh bien, sous-jacent, ce que vous avez derrière, en fait, les commandes, le langage, eh bien, c'est du langage. Donc, vous allez pouvoir écrire des scripts et programmer avec tout ça. D'accord ? Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais quand vous utilisez une interface graphique, il y a tout un tas de commandes et d'actions programmées qui se passent. Voilà, quand on fait un simple double-clic sur un répertoire, tout un tas de commandes se passent derrière, d'accord, de manière transparente, et donc ça ne se fait pas tout seul, c'est pas juste du visuel, il y a véritablement des traitements qui sont faits. Et bien ici, au niveau de la console, on va en fait permettre de se déplacer dans l'arborescence de fichiers, mais on ne doit pas utiliser la souris, on va utiliser des commandes. Et l'avantage, c'est que le jour où vous voulez faire ça de manière scriptée, de manière programmée, c'est faisable. Par contre, s'il faut commencer à écrire un bot pour pouvoir faire une navigation visuelle dans un explorateur de fichiers avec interface graphique, vous comprenez que c'est autre chose, et il fut une époque d'ailleurs on ne pouvait juste pas le faire. Voilà. Il y avait juste du code à écrire pour pouvoir le faire en ligne de commande, et on ne pouvait pas faire ça de manière graphique. Donc on se sert toujours de ça, et pour ceux qui veulent en savoir plus, de toute façon j'avais fait une vidéo sur une des playlists de la chaîne sur pourquoi la ligne de commande, parce que quelqu'un avait posé cette question un jour en commentaire, et j'avais fait toute une vidéo sur le sujet, pour expliquer un petit peu pourquoi la ligne de commande a encore de l'intérêt, même aujourd'hui, et qu'elle en aura de toute façon encore très 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 longtemps. Première commande, il est temps que nous voyons ça, la commande pour changer de répertoire, qui va se résumer très simplement par cd, change directory. Il y en a d'autres, voilà, pour en voir d'autres. On a SL pour set location, où on verra un petit peu en plus qu'elle a été reprise, celle-là sur PowerShell. Et on a après chdir, change directory, mais en version plus longue. Donc vous voyez, il existe plein de commandes qui sont similaires, des alias, mais la plus connue, c'est cd, change directory, comme ceci. C'est la plus utilisée. Elle fonctionne sur GNU Linux, elle fonctionne sur macOS. Voilà, c'est une commande qui est compatible sur tous les systèmes populaires, les systèmes d'exploitation populaires. C'est pour ça que c'est la commande que vous allez voir utiliser le plus souvent, et c'est celle que vous voyez utiliser dans les vidéos, sur les cours de programmation, quand je veux justement changer de me déplacer dans une arborescence en ligne de commande pour compiler un programme, exécuter un programme. C'est la commande qu'on utilise très souvent. Là, je suis sur le vieux terminal. Souvenez-vous, petite révision de ce qu'on a vu juste avant, l'ancien terminal, l'invite de commande, et cette commande va fonctionner. D'accord ? Alors je vais faire par exemple ceci, une petite espace, et ensuite je vais indiquer le chemin vers lequel je veux aller. Et en informatique, il y a deux points importants qu'on va aborder à ce stade, qui ont vraiment beaucoup d'importance ici. C'est les types de chemins que vous avez. Vous avez deux possibilités. Le chemin absolu. Et le chemin absolu, c'est celui qui part de l'origine, voilà, le point en fait de départ le plus grand, d'accord, au niveau de votre arborescence. Ici, par exemple, le disque C. Vous voyez le fameux C deux points. D'ailleurs, pour Windows, que vous le mettez en majuscule, minuscule, ça ne lui pose pas de problème, mais attention, sur d'autres systèmes, ça pourrait être le cas. Donc si vous partez de ce disque, ou éventuellement d'un autre, si vous avez d'autres disques, et que vous écrivez le chemin complet, vous obtenez
le chemin absolu. Et le chemin relatif, comme l'indique le nom, bah, c'est le chemin par rapport à là où vous vous trouvez. Donc là, on voit que je me trouve dans le disque C, le répertoire users. Alors oui, sur Windows, vous remarquerez qu'il y a une différence entre les noms des répertoires en console, c'est ce que je vous disais, hein, qu'il y a une différence entre ce qu'on voit et finalement ce qui est fait de manière transparente, et le visuel. C'est-à-dire que ici, users, ce répertoire-là, en fait, eh bien, il est localisé, puisque Windows est localisé en plein de langues différentes, et ça correspond à ce répertoire-là. Et d'ailleurs, si je clique là, hop, vous voyez que ça change le chemin. Donc ici, c'est localisé, c'est tout en français, c'est joli. Si je veux le chemin exact, là, on voit que c'est C users. Donc on a un nom anglais. Et ainsi de suite. Ça, vous pouvez voir un petit peu cette partie. Donc là, je me trouve littéralement ici, au même endroit que ça. On peut voir que ça correspond. C users, mon pseudo, donc le nom d'utilisateur de la session, enfin du compte même en l'occurrence. Et je suis donc à cet endroit-là. Donc je suis au même endroit, sauf qu'ici c'est en console. Et ici, c'est via l'interface graphique. Mais c'est exactement la même chose. Si je veux me déplacer de manière relative, bah c'est par rapport à l'endroit où je suis. Donc admettons que je veux aller dans un dossier où je me trouve actuellement. Je rappelle que je me trouve ici. Je vais aller dans le dossier par exemple Document. Donc vous verrez que les noms peuvent être en anglais. Et bien, je fais CD, suivi de l'espace, et ensuite le chemin que je veux. Alors attention, pareil sur Windows, entre ce qui peut être localisé ou non, certains noms peuvent être en français visuellement et en anglais, notamment le bureau. Ici vous voyez que c'est marqué bureau, mais si je veux aller sur le bureau, il faudra noter desktop. Et essayer de respecter un maximum les majuscules minuscules, même si Windows nous embête pas trop avec ça, plus pour avoir en fait des bonnes habitudes sur les autres systèmes d'exploitation et pas d'être surpris. Et là si je fais ça, entrée, j'arrive sur le bureau. Voilà. Donc on peut le vérifier, je vais ici, je vérifie le chemin et vous voyez, c'est users, mon pseudo, desktop, et je suis bien sur le bureau ici. Donc ça marche. À partir de là, bah, si j'avais un autre sous-dossier, pareil, je fais CD, mon dossier, et ça va aller dans celui-ci, et on peut bien sûr en faire plusieurs d'un coup, on n'est pas obligé de faire que ça. On peut faire ça, anti-slash, puisque Windows utilise l'anti-slash, mon autre dossier, encore un autre, et etc. Bon là si je fais entrer, il va me dire que le chemin d'accès est spécifié introuvable, puisque ça n'existe pas. Mais on peut faire ça comme ça. D'ailleurs sur Windows, prenez l'habitude d'auto-compléter ou sur d'autres systèmes au niveau de la console. Je peux commencer à taper. Alors je vais revenir déjà où on était. Donc on va le voir notamment avec les deux points. Donc CD espace 2 points 2 points, qui permet de revenir dans le répertoire parent. Le répertoire parent, c'est quoi? C'est le répertoire juste avant l'endroit où vous vous trouvez. Donc ça va être Ja Champagne dans mon cas. Et vous voyez qu'on revient en arrière d'un cran. Et si je le refais à nouveau, on revient sur Users. Donc là je dois faire ceci. Et vous pouvez compléter, d'accord, auto-compléter en fait vos commandes en utilisant la touche Tab. Et ça va devenir un automatisme par la suite, plutôt que de tout taper à la main, vous faites ça. Ensuite, le petit slash, alors je ne sais pas si là le slash marche ou pas, parce qu'on passera sur l'autre terminal par la suite, anti-slash, et vous notez par exemple juste des, tabulation, et vous voyez que ça complète. Et je peux en mettre plusieurs comme ça, entrée, et je reviens bien ici. Donc c'est assez souple, assez flexible, on peut mettre un seul répertoire, on peut en mettre plusieurs en mettant bien les anti-slash, et ça fonctionne très très bien. Attention si vous avez des caractères spéciaux ou surtout des espaces dans les noms des dossiers ou autres, par exemple je pense à Program Files ou autre, dans ce cas-là il faudra les mettre dans des doubles guillemets. Donc si je fais par exemple, j'ai un dossier qui s'appelle comme ceci, mon dossier, eh bien il faudra bien mettre des doubles guillemets entre, sinon ça ne marchera pas et vous aurez des problèmes, et ça arrive très souvent. Et le mieux c'est de mettre tout le chemin entre doubles guillemets, c'est-à-dire que vous avez ça, autre dossier, d'accord, c'est l'ensemble du chemin qui est mis entre double guillemets, pas juste le nom du dossier. Vous mettez l'ensemble et comme ça il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je fais un petit CTRL C qui permet, comme vous voyez, de revenir sur le prompt, tout simplement, et un petit CTRL L, alors pas sur celui-là parce que c'était à l'époque, mais on le verra après. Vous voyez comme quoi il y avait des choses qui manquaient, comme j'ai plus l'habitude de me servir de ce terminal, j'avais oublié qu'il n'avait même pas cette commande-là, qui permet de faire la commande clear, qui va tout simplement effacer la console. Mais ça on va la voir de toute façon un petit peu après. Donc on a tout vu, on a vu Change Directory comme ceci, suivi d'un chemin. Alors pareil, si je peux mettre un chemin en absolu, donc le chemin absolu, ici il doit partir d'un disque. Donc par exemple, si je veux aller dans Image ici, eh bien je dois faire C, donc 2 points, anti-slash users, Ja Champagne, et Image il est là. Donc ça doit être Pictures, il doit être sûrement s'appeler Pictures là-dessus. Donc je vais compléter
C, deux points, anti-slash. Je commence à taper US, je fais tabulation pour qu'il me trouve rapidement les noms. Vous voyez, après on peut aller très vite. Voilà. Et ensuite, pic. Voilà. Et normalement, mon minuscule le trouve. Entrée, et comme ça, j'arrive directement sur un autre répertoire en prenant un chemin absolu. Vous voyez la différence, hein? Chemin absolu, on part d'un disque, on part d'un lecteur. Chemin relatif, on part de l'endroit où nous sommes. Et on peut éventuellement partir en avant, donc dans un sous-dossier, et on peut revenir en arrière avec les deux points pour indiquer qu'on revient dans le répertoire parent. Et là, vous voyez, je fais un retour en arrière à chaque fois. Et là, je me retrouve dans le disque C. Donc là, je me suis retrouvé ici. Donc là, je peux aller maintenant dans Windows, pourquoi pas. Faire CD Windows, et hop, et ainsi de suite. Pour effacer le terminal, deuxième commande que nous voyons, la commande... Alors, non, pardon, on va voir maintenant, c'est pas grave. CLS, en tout cas ici. Ça, le problème, c'était une commande d'époque. Encore une fois, quand d'autres choses sont arrivées, sur GNU Linux et macOS, la commande pour effacer le terminal, c'est clear. Donc c'est un petit peu embêtant qu'on n'ait pas la même. Et heureusement, je vous avais dit de toute façon précédemment, de ne pas utiliser l'invite de commande maintenant. Donc lui, on va l'oublier, je vais le retirer déjà maintenant. On va l'oublier. Parce que l'intérêt, c'est que je voulais vous montrer, voilà, c'est ça. J'essaie de faire clear, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, si j'essaye de faire cette commande qu'on va juste voir après, ça ne marche pas non plus, on a plein de commandes qui ne marchent pas. Donc celui-là, l'invite de commande, vous l'oubliez. Je vous le montrer rapidement pour montrer qu'il y a plein de choses qui ne marchaient pas. Et on va passer sur PowerShell, donc qui est identifié par un fond bleu. Et normalement, si il est préinstallé ou vous pouvez l'installer, puisque je vous l'ai fait installer précédemment, vous avez le Windows Terminal qui permet d'utiliser tous les types de terminaux qu'on veut. Donc là, on voit bien que c'est un PowerShell qui est ouvert, juste que lui met pas un fond bleu, mais c'est exactement la même chose. Donc là, la commande CD fonctionne évidemment sans problème. Et je vais vous donner pour CD la commande qui correspond au changement de répertoire, qui est la commande moderne, la commande applet. C'est set location. Alors pareil, ça peut être écran minuscule, c'est pas un problème, mais ça fait exactement la même chose. Donc cette commande, si vous la faites sur l'ancien terminal, ça ne marche pas. Sur le terminal DOS, l'invite de commande, ça ne marche pas parce qu'on est vraiment sur du PowerShell. Et là, pareil, on peut mettre ce qu'on veut. Picture, je ne sais même pas si on peut mettre les noms en français. Non, il ne les prend pas lui. C'est sur Linux. Voilà. Et là, vous voyez, on peut se déplacer sans problème. Mais vous voyez, c'est plus long à écrire. Il y a un tiret. Voilà, donc ça prend plus de temps. C'est pour ça que ça, vous verrez peu de gens l'utiliser, sauf dans l'écriture de script. Voilà, l'écriture de script, on peut utiliser les commandes applet, ça va très bien. Mais quand on est ici en console, j'ai toujours vu des gens utiliser cd pour change directory. Et encore une fois, l'avantage, c'est que c'est la même commande sur les autres systèmes d'exploitation. Donc c'est très pratique. Et en plus, dans celui-là, plutôt que de devoir taper CLS, l'ancienne commande, ou clear, qui cette fois-ci marche, puisqu'ils ont repris en fait la commande qui existait sur GNU Linux et macOS, voilà le même nom, et bien une fois que vous tapez plein de choses, bon je vais mettre voilà, plein de commandes, je peux faire CTRL-L. Voilà, petit raccourci clavier qui permet d'effacer le terminal. Ça va plus vite, mais voilà, ça fait en fait la commande à votre place et ça fait gagner un petit peu de temps à ce niveau-là. Donc plus pratique. Donc je résume. CD, l'ancienne commande, vous pouvez l'utiliser. L'équivalent en PowerShell, donc la commande applet qui est set location, d'accord. On a CLS, l'ancienne, qu'il ne faut plus utiliser, sauf si vraiment vous avez que le vieux terminal, mais ça m'étonnerait parce qu'on a forcément du PowerShell maintenant. Clear, ou la commande clear host, qui vous voyez est très longue à écrire aussi, mais voilà, c'est la commande, en tout cas la commande applet pour faire un clear, donc c'est tout simplement celle-là. Et on va terminer avec une autre commande pour voir un petit peu tout ce qu'on a ici, hein, ça conclura un petit peu la séance, qui est la commande qui permet d'afficher le contenu d'un répertoire. C'est-à-dire que maintenant vous savez naviguer dans les différents répertoires de votre système, que vous savez vous balader dans l'arborescence, ça peut être pas mal de dire, par exemple, là, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ou alors je vais faire ça, CD 2 points, je suis sur le dossier GA Champagne, qu'est-ce que j'ai dans ce répertoire? Comment je peux lister en fait le contenu? Puisque là, quand c'est graphique, bon, ça pose pas de problème. D'accord? On voit bien ce qu'il y a. Quand c'est en ligne de commande, on ne le voit pas. Pareil, la commande historique, c'était la commande dir, d'accord, pour directory, dire simplement, là, tu listes ce qu'il y a dedans. Pour la commande qui est compatible partout, que ce soit voilà, pour GNU Linux et macOS, donc a été, on va dire, uniformisée, c'est la commande ls. Et elle fonctionne aussi sur le Windows Terminal, donc PowerShell. Et là, vous voyez qu'on a la totalité des choses qui sont affichées, avec quelques petites informations, notamment sur les permissions, les dates de modification, etc. au niveau des fichiers. Donc ça a son côté quand même bien pratique.
La commande PowerShell, la commande applet plus moderne, si vous voulez faire la même chose, c'est get child item, qui vous voyez est beaucoup plus longue à écrire. Donc pareil, généralement, à moins de scripter quelque chose, d'écrire un script avec ces commandes-là, quand on est dans la console, on utilise ls. Et pareil, c'est plus rapide et on a tout là-dessus. Vous aurez comme ça pas mal d'éléments. On a les commandes help qui permettent aussi d'avoir plein d'aides sur les commandes. C'est l'équivalent du manuel, donc le man sur GNU Linux ou macOS notamment. Donc si vous avez besoin d'aide sur certaines commandes, vous avez ça. Après là, vous êtes en train de suivre un cours, donc je vais vous enseigner, vous transmettre pas mal de choses. Mais vous pourrez toujours trouver voilà, des commandes en plus là-dessus. Et notamment, vous voyez que la commande applet, c'est get help. Donc vous pouvez comme ça avoir le manuel en ligne ou le manuel en local en tapant get help suivi d'une autre commande. Donc là, je fais la touche Q pour quitter la partie là. Et je fais get help, par exemple, get child item. Et on va retrouver comme ça le manuel de la commande get child item, avec éventuellement les paramètres que ça peut prendre, les options, généralement une petite description, etc. Peut-être des exemples. Et en plus, vous voyez, ça vous donne quelques alias. Voilà. Donc d'ailleurs, ça je vous avais pas dit qu'il y avait celle-ci, get current quelque chose, j'ai oublié pour lui. Mais voilà, en tout cas, quelques commandes que vous pouvez retrouver. Donc pareil, si on prend clear host, on doit pouvoir retrouver d'autres choses aussi. Donc là, ils mettent pas les alias, hein, ils mettent pas, ils en les ont oubliés, ils mettent pas à tous les coups. Mais en tout cas, voilà, vous avez en plus des liens pour de la documentation. Vous pouvez retrouver pas mal d'éléments ici pour avoir toutes les informations, en tout cas, sur la documentation des commandes que vous utilisez et tout ce qu'on a ici. Donc le but de cette vidéo, c'était vous présenter l'arborescence propre au système, avec la description de quelques répertoires qui sont importants en tout cas à connaître, de revenir rapidement sur tout ce qui était donné, hein, donc AppData, Programme Data notamment, ça c'était la partie en tout cas qu'il y avait. Les variables d'environnement que j'ai pu utiliser hein, comme AppData ou justement Programme Data, on reviendra dessus plus tard. Voilà, il y a plein de choses qu'on aura à voir là-dessus, donc vous inquiétez pas, on les abordera parce qu'il y en a beaucoup plus que deux en tout cas sur le système. Donc on aura l'occasion de reparler ensemble. Et au niveau des commandes, je vous dis voilà, on a vu set location ou l'équivalent plus rapide cd. Nous avons, alors je sais pas ce que je voulais faire, nous avons vu get child item ou la commande plus uniformisée ls. Et on a vu bien sûr clear host ou la commande clear ou contrôle L si vous êtes sur ce terminal là qui fonctionne très bien aussi. Comme ça vous avez pas mal de quoi faire. Et on a fait aussi un petit peu le tour justement entre la différence entre les liens absolus et les liens relatifs. Donc normalement, vous avez tout le nécessaire à ce stade pour parcourir les différents répertoires, vérifier un petit peu au niveau de l'arborescent. Donc si un jour vous avez ce problème, enfin normalement vous l'aurez pu de toute façon sur un autre cours de la chaîne, en programmation ou autre, que vous voyez naviguer dans des répertoires, vous savez comment faire. Et pour ceux éventuellement qui ne sauraient pas, on les renverra évidemment sur cette vidéo du cours pour qu'ils puissent apprendre à prendre en main un petit peu leur système, puisque c'est la base. Voilà, vous programmez sur un système, donc il faut savoir en tout cas prendre en main le système d'exploitation que vous utilisez. S'il y a des questions, n'hésitez pas, même si c'était assez court, il n'y avait pas grand chose, on va avancer petit à petit. Vous verrez, pour ceux qui ont suivi le cours GNU Linux, que ça va suivre un petit peu la même structure hein, au niveau des commandes et des fonctionnalités qu'on voit. On va suivre un petit peu la même chose, même si on ira un peu plus loin, je pense, avec PowerShell, puisqu'il y a plus de choses à voir en tout cas que le langage bash sur GNU Linux. Mais on aura voilà, quelques similitudes aussi pour que vous soyez bien familiarisés avec tout ça, avant l'écriture notamment de quelques scripts qu'on finira en tout cas en fin de ce chapitre sur la ligne de commande. A bientôt pour une nouvelle vidéo sur le cours Windows. Ciao.